Jacob's Well, un lieu de baignade populaire près de Wimberley, restera fermé aux nageurs pour une durée indéterminée. Le drone a plongé sous l'eau ses lumières vives, déchirant le bleu de Jacob's Well. Les premiers mètres étaient magnifiques, mais ce n'était pas une baignade comme les autres. Cet engin se dirigeait vers une zone interdite, un lieu où au moins 12 personnes ont disparu à jamais. Des scientifiques observaient sur un écran le drone descendre dans les étroits passages sinueux que les plongeurs appelaient le piège. Ils étaient là pour cartographier la grotte, mais la caméra du drone a capturé tout autre chose, une découverte terrifiante qui a confirmé la sinistre réputation du puits. Le puits des Murmures. Dans le paysage vallonné et aride des collines du Texas, se trouve une petite ville nommée Wimberley, et juste à l'extérieur coule le ruisseau Cypress. Dans le lit calcaire de ce ruisseau se cache un trou, un cercle sombre et parfaitement rond, d'environ 4 mètres de diamètre, au milieu de ces eaux calmes et peu profondes. Voici Jacob's Well. Par une chaude journée texane, l'endroit est très animé. On y voit des familles, des étudiants et des touristes faire la queue. L'un après l'autre, ils plongent des rochers calcaires environnants, acclamant leur plongeon dans l'eau d'une clarté incroyable et d'une fraîcheur éternelle. L'eau de source du puits reste à une température idéale de 20 degrés Celsius toute l'année. C'est un tableau de bonheur absolu, une véritable oasis texane. Mais voyez-vous, toute cette scène n'est qu'une belle illusion. Le puits est un piège. Ce que beaucoup de ces joyeux plongeurs ignorent, c'est qu'ils se jettent à l'entrée d'un immense réseau de grottes sous-marines mortelles et d'une complexité incroyable. Le puits de Jacob n'est pas un puits au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'une source karstique, l'entrée d'une grotte verticale qui plonge à pic dans l'obscurité au cœur de l'aquifère de la Trinité. Pour les nageurs, le plaisir s'arrête au fond de la première salle, une chambre ensoleillée d'une dizaine de mètres de profondeur. Mais pour les plongeurs, c'est un véritable accueil. Le puits de Jacob est une légende dans le monde de la plongée souterraine, mais pour de mauvaises raisons, on le surnomme la tombe des plongeurs. Ce que personne ne vous dit, c'est que le puits est conçu comme un piège naturel parfait. Le système est un véritable labyrinthe d'au moins 4 chambres connues, chacune plus profonde et plus dangereuse que la précédente. Ces chambres sont reliées par d'étroits passages sinueux aux noms qui sonnent comme des avertissements. Pour passer de la 2e à la 3e chambre, les plongeurs doivent se faufiler dans un passage si étroit qu'on l'appelle le canal de naissance. Plus profondément encore, ils ont nommé d'autres endroits le cercueil et le passage final. Le puits est trompeur. Son eau cristalline d'apparence si sûre est en réalité son arme la plus redoutable. Le sol de ces profondes chambres n'est pas constitué de roches solides, mais d'une épaisse couche de limon calcaire, fin et poudreux. Un seul faux mouvement, un coup de palme mal placé, et l'eau limpide se transforme instantanément en un nuage opaque d'un blanc laiteux. C'est ce qu'on appelle un envasement. Dans cette obscurité totale, un plongeur peut se désorienter en quelques secondes. Ils ne voient pas leurs mains devant leur visage. Ils ne voient ni leur profondimètre, ni leur compas, ni leur binôme. Plus important encore, ils ne trouvent pas le fil d'Ariane pour remonter à la surface, s'ils en ont même tracé un. La panique s'installe. Un plongeur pris de panique respire plus vite, épuisant sa précieuse réserve d'air à une vitesse effrayante. Il se perd, il n'a plus d'air, et le puits fait une nouvelle victime. Au fil des ans, au moins 12 personnes ont péri dans ces sombres galeries. Leurs corps sont souvent piégés si profondément ou dans des passages si instables que toute récupération est jugée impossible. Le puits devient alors leur tombeau définitif. C'est le moins qu'on puisse dire, ce lieu attire les tragédies et les mystères comme un aimant. L'attrait de ces profondeurs interdites est si fort que les plongeurs, surtout les jeunes ambitieux, ne peuvent s'en détacher.
Ils rêvent d'être ceux qui perceront ces mystères, d'aller plus loin que quiconque. Ce cycle de tragédie devint si infernal que les autorités locales, désespérées d'enrayer les pertes, tentèrent de sceller définitivement le puits. Elles soudèrent une lourde grille métallique, un treillis de fer à béton épais à l'entrée des chambres profondes. Elles pensaient ainsi mettre un terme définitif à cette histoire. Ils se trompaient. L'attrait du puits, sa promesse silencieuse d'un secret était trop fort. Poussés par le besoin d'explorer, des plongeurs venaient en pleine nuit, munis de puissantes pinces coupantes. Ils brisaient sans cesse la grille pour accéder au passage interdit situé en dessous. Le puits refusait obstinément de rester fermé. C'est là que la science est intervenue. Vous voyez, ce puits n'est pas qu'un simple trou dangereux, c'est un élément géologique vital. Il constitue la principale source d'eau de Cypress Creek. Il offre un aperçu direct de la santé de l'aquifère de Trinity, une immense réserve d'eau souterraine qui alimente en eau potable des millions de personnes. Les scientifiques devaient comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Comment ces passages s'étaient-ils formés? Quelle était leur profondeur réelle? Et qu'y avait-il exactement qui les rendait si particulièrement dangereux? Mais après tant de tragédies, envoyer un autre être humain était hors de question. Le risque était tout simplement trop élevé. Ils se sont donc tournés vers la technologie. Ils ont décidé d'envoyer une machine. Le plan consistait à utiliser un véhicule télécommandé de pointe, un drone sous-marin, pour aller là où aucun humain ne pouvait revenir en toute sécurité. Cette machine serait la première à explorer et cartographier les parties les plus profondes et les plus redoutées du puits. L'équipe de géologues et de scientifiques était enthousiaste. Ils pensaient être sur le point de dresser la première carte complète de cette merveille naturelle. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient devenir les témoins d'une affaire non résolue terrifiante, vieille de plusieurs décennies. Ce qu'ils ont découvert, ce n'étaient pas seulement des rochers, mais une tombe, la macabre découverte de la caméra. Par une matinée calme et ensoleillée, une équipe de chercheurs et de géologues s'est réunie au bord de Jacob's Well. L'atmosphère était tendue. Ce n'était pas un bar où l'on se sentait bien. Une camionnette blanche était garée à proximité d'où vrombissaient des appareils électroniques. Ses portes latérales s'ouvrirent sur une rangée d'écrans haute définition. C'était le centre de contrôle. La vedette était une petite machine jaune vif nommée Explorer. Il ne s'agissait pas d'un jouet. C'était un ROV, véhicule sous-marin, télécommandé sophistiqué de qualité industrielle. Conçu pour résister à des pressions extrêmes, il était équipé de plusieurs caméras 4K, de puissants projecteurs frontaux et d'un sonar avancé permettant de cartographier les parois dans l'obscurité totale. Un épais câble à fibre optique servant de liaison reliait le drone au fourgon, prêt à transmettre un flux vidéo en direct d'une netteté exceptionnelle aux opérateurs. La mission était simple, déployer le drone, descendre dans la 4e salle et utiliser le sonar pour créer la toute première carte 3D de cette grotte inaccessible. Un technicien a délicatement descendu l'Explorer dans l'ouverture du puits large de 3,65 mètres. Sur l'écran, l'équipe a vu le bleu s'afficher. Les propulseurs du drone se sont mis en marche et la descente a commencé. La première salle était magnifique. Le drone a descendu d'une dizaine de mètres et la lumière du soleil texan dansait sur les parois rocheuses, illuminant toute la pièce. Jusqu'ici, tout va bien. L'opérateur, les mains fermement posées sur les commandes, inclina le drone vers l'avant et le fit descendre une pente. C'était l'entrée de la seconde chambre. L'écran passa d'un bleu vif à un indigo profond et sombre. À 25 mètres de profondeur, la lumière du soleil avait disparu. Les puissants projecteurs du drone s'allumèrent, traçant un cône blanc éclatant dans l'obscurité souterraine. Les parois étaient en calcaire lisse et pâle, sculptées par des millénaires d'écoulement d'eau. Le drone arriva ensuite au premier test important, le passage étroit menant à la 3e chambre.
La carte sonore montrait que ce passage était étroit, à peine assez large pour le drone lui-même. Ce que beaucoup ont négligé, c'est le sol. Il était recouvert d'une épaisse couche de gravier meuble. L'opérateur devait être extrêmement prudent. Il réduisit la puissance des propulseurs, guidant délicatement le ROV à travers le passage, en prenant soin de ne pas soulever ce limon mortel. Quelques minutes tendues plus tard, le drone fut de passage. Il émergea dans la troisième chambre, un vide obscur et plus vaste. C'était comme une salle d'attente silencieux et immobile. L'équipe a pris un moment pour vérifier les systèmes du drone. Tout était stable. Passons maintenant au clou du spectacle. L'opérateur pointa le drone vers une petite fissure sombre dans la roche au fond de la salle. C'était là l'entrée de la quatrième salle, le point de non-retour. Le drone s'engouffra dans l'étroit tunnel. Les parois se refermèrent instantanément. C'était un endroit que nul humain n'avait revu depuis des décennies. Le passage était étroit, le sol un lit mouvant de roches et de limons. Alors que le drone avançait, sa lumière se refléta soudain sur quelque chose qui n'était pas de la roche. L'opérateur arrêta le ROV, un éclat métallique. Il utilisa les commandes pour zoomer. L'équipe dans la camionnette resta silencieuse. Sur l'écran sans équivoque, une palme de plongée émergeait d'un tas de gravier. Un sentiment de froid et d'angoisse envahit la camionnette. L'opérateur fit lentement un panoramique avec la caméra. À quelques mètres de là, un autre objet, une vieille bonbonne d'oxygène corrodée, à moitié enfouie dans la vase, son régulateur recouvert de croûte. Puis, un morceau déchiré d'une combinaison de plongée noire s'accrocha à une pierre pointue, et c'est alors qu'ils la virent, Nat. Les images qui revinrent furent un véritable coup de poing. Coincés dans une crevasse partiellement coincée par le gravier mouvant, gisaient les restes squelettiques d'un corps humain. Les scientifiques étaient horrifiés. Il ne s'agissait plus d'une simple étude géologique. C'était devenu une mission de récupération menée par un robot. Le drone restait près des vestiges, ses lumières illuminant le tombeau sous-marin silencieux. L'équipement du plongeur semblait tout droit sorti d'une autre époque. Sur les lambeaux de la combinaison de plongée, une petite étiquette nominative décolorée était à peine lisible. L'opérateur ajusta la caméra, s'efforçant d'obtenir une image nette. Grâce à un traitement numérique effectué depuis la camionnette, les lettres apparurent peu à peu. Le nom était inscrit Kent Maupin. Ce nom a frappé l'équipe comme une onde de choc. Ce n'était pas un plongeur disparu comme les autres. Kent Maupin était une légende. Son histoire est l'un des incidents les plus célèbres et tragiques de l'histoire du puits. Il avait disparu à cet endroit précis il y a des décennies, en 1979. Pendant toutes ces années, ses amis, sa famille et la communauté des plongeurs s'étaient interrogés sur ces derniers instants. À présent, un robot les fixait du regard. La découverte était terrifiante, non pas parce qu'il s'agissait d'un corps, mais à cause de ce qu'elle signifiait. Les images montraient comment il était piégé. Le passage était incroyablement étroit, et le sol était entièrement recouvert d'une épaisse couche de gravier instable. Kent n'était pas simplement coincé. Il semblait que la grotte elle-même l'ait enseveli. Le gravier qui pouvait glisser et se déplacer au moindre mouvement avait dévalé la pente, l'immobilisant. Mais le drone découvrit quelque chose qui rendait la découverte encore plus inquiétante. Tandis que le ROV balayait l'espace restreint et obscur avec sa caméra, ses projecteurs éclairèrent d'autres bouteilles de plongée et une autre nageoire. Ken Maupin n'était pas seul. L'équipe dans la camionnette comprit l'horrible vérité. Le drone se trouvait dans une fosse commune, un lieu qui recelait les secrets de nombreux explorateurs disparus. Les images étaient glaçantes. Elles montraient à quel point cet endroit était impitoyable. Le passage final n'était pas simplement étroit, c'était un piège mortel et actif fait de roches mouvantes. Ces images révélaient pour la première fois la réalité de la quatrième chambre. Avant, il n'y avait que des récits, des schémas dessinés par les rares survivants.
Désormais, il disposait de preuves irréfutables. Le puits n'était pas qu'un labyrinthe, c'était un prédateur. Qui était Kent Maupin et pourquoi est-il allé là-bas? Pour comprendre ce que ce drone a découvert lorsque le puits a été creusé à Kent, il faut remonter le temps. Le 9 septembre 1979, le monde était bien différent. La plongée souterraine était alors, pour le dire gentiment, un véritable Far West. C'était une nouvelle frontière peuplée d'explorateurs courageux, voire téméraires. Ils étaient animés par un besoin impérieux d'être les premiers, d'aller toujours plus loin et de voir l'inconnu. Et le puits de Jacob était l'une de leurs plus grandes conquêtes. Kent Maupin était l'un de ces hommes. Jeune et plongeur expérimenté, il était de l'avis de tous intrépide. Il était obsédé par le puits de Jacob. Il y avait plongé à maintes reprises, mais comme tant d'autres, il était hypnotisé par la légende de la quatrième chambre. C'était que la dernière frontière du puits, un lieu que beaucoup avaient tenté d'atteindre, mais que peu avaient jamais vu. Ce soir-là, Kent et son ami, Mark Brasher, décidèrent qu'ils seraient ceux qui la conquériraient. Mark était étudiant à San Jacinto College, enthousiaste et aventureux, et il admirait Kent plus expérimenté. Il n'était pas seul. Il faisait partie d'un groupe plus important de 8 plongeurs de Pasadena campant près du puits. L'atmosphère était chargée d'excitation, de cette nervosité qui précède une mission importante et périlleuse. À la tombée de la nuit, Kent, Mark et quelques autres s'équipèrent. Ils connaissaient les risques. Le puits avait déjà fait des victimes, mais l'attrait de l'inconnu, ce chant des sirènes venues des profondeurs, était plus fort que leur peur. Leur objectif était clair, atteindre la quatrième chambre. Ce que beaucoup ont négligé cependant, c'est leur préparation, ou plutôt son absence. Ils n'avaient pas de lampe de rechange, pas de corde de sécurité, et n'avaient pas installé de fil d'Ariane à l'intérieur de la grotte, l'élément de sécurité le plus important, qui permet de retrouver le chemin du retour. Leur plan, semble-t-il, était simplement d'y entrer guidés par une confiance absolue et la certitude qu'ils retrouveraient leur chemin. Ce fut une erreur fatale. Un autre plongeur du groupe, un homme nommé Joe, se trouvait avec eux dans l'eau. Il a vu Kent et Mark descendre. Il les suivit à travers la première chambre jusqu'à la seconde. Il les observa se faufiler dans le canal de naissance et pénétrer dans la troisième chambre. C'est là que le plan changea. Joe les regarda perplexes, nager, jusqu'à la petite ouverture sombre au fond de la pièce, l'entrée de la quatrième chambre. C'était là. Joe les vit s'arrêter. Il assista alors, avec une horreur naissante, à la scène où Kent et Mark poussèrent de leurs lourdes bonbonnes d'acier devant eux, se faufilant dans l'étroit passage obscur. Personne n'avait prévenu Joe qu'il comptait aller aussi loin. Kent disparut dans les ténèbres. Mark, juste derrière lui, suivit. Joe, pris d'une panique soudaine, resta à l'entrée. Il agitait frénétiquement sa lampe de plongée pour attirer l'attention de Mark. Mais Mark ne s'est jamais retourné. Il a continué à s'enfoncer dans le trou. Joe savait que c'était terriblement mal. Il vérifia sa jauge à air. Elle était presque vide. Il se trouvait à une profondeur dangereuse. Il devait faire un choix. Il frappa violemment sa bouteille avec son couteau de plongée, produisant un son métallique et sec dans l'eau. C'est le signal universel du danger, ou alors il faut attirer mon attention. Il n'y eut aucune réponse, seulement le silence venant du trou. Désespéré, son oxygène s'épuisant dangereusement, Joe continua d'éclairer le tunnel avec sa lampe torche. C'était un phare désespéré qui s'éteignait une prière pour que Kent et Mark l'aperçoivent et trouvent la sortie. Finalement, son instinct de survie l'obligea à rebrousser chemin. Alors que Joe remontait à la surface, un phénomène étrange se produisit, l'eau cristalline qui l'entourait devint soudain trouble. La visibilité était nulle. Le fond était envasé. Au plus profond de la grotte, les deux plongeurs pris de panique ou par inadvertance avaient remué le fond. Ou comme les images du drone le prouveraient plus tard, le lit de gravier instable lui-même s'était déplacé remué par leur mouvement. Lorsque Joe remonta à la surface du puits, il respirait fort.
Il regarda autour de lui. Il était seul. Son cœur s'est serré. Il a crié au secours, sachant au fond de lui que Kent et Mark étaient partis. Le puits les avait engloutis. Le calme de la nuit fut déchiré par le hurlement des sirènes. Un policier arriva et appela un homme nommé Don Dibble. Dibble était propriétaire d'un magasin de plongée local et ancien plongeur de la marine hautement qualifié. Il était tout simplement le meilleur sauveteur en eau profonde de l'État. Même si les chances de les retrouver vivants étaient quasi nulles, Don, son partenaire Paul Battaglia et 2 autres volontaires de leur équipe de sauvetage n'ont pas hésité. Ils ont pris leur équipement et se sont précipités sur le site. À leur arrivée, ils ont trouvé les autres plongeurs du groupe secoués et épuisés. L'un d'eux a déclaré avoir brièvement tenté de pénétrer dans le passage et avoir cru apercevoir quelque chose. Des corps ressemblaient à des cadavres déjà partiellement recouverts par un récent éboulement de gravier à l'intérieur de la grotte. Don Dibble, le sauveteur expérimenté, s'approcha du bord du puits. Il contempla l'ouverture sombre et béante de l'eau. Il faisait nuit et le trou ressemblait à l'entrée d'un autre monde. Il prit la difficile décision professionnelle. Il faisait trop sombre, le fond était trop vaseux et l'endroit trop dangereux pour envoyer une équipe immédiatement. Ils attendraient le lever du jour. L'équipe était prête à se rétablir. Ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Le puits n'était pas terminé faisant des victimes. Une tombe dans le gravier. Le lendemain matin, l'air près du puits de Jacob était lourd d'une détermination sombre. L'équipe de secours dirigée par Don Dibble était prête. Ils savaient que le puits était dangereux. L'objectif n'était pas seulement de retrouver Kent et Mark, mais de les ramener chez eux. À 10 heures du matin, l'équipe est arrivée. Les premiers plongeurs sont descendus. Ils portaient de petites truelles de jardin. Ils atteignirent l'étroit passage menant à la 4e chambre et virent exactement ce que le drone verrait des décennies plus tard, un mur de gravier instable et mouvant. Ils commencèrent à déplacer le gravier poignée par poignée pour se frayer un chemin. Mais voilà, le hic déplacer le gravier n'a fait qu'empirer les choses. Le tas était complètement instable. Pour chaque rocher déplacé d'autres, glissait d'un haut comblant l'espace qu'il venait de dégager. C'était comme essayer de creuser un trou dans du sable sec sous l'eau dans l'obscurité. Don Dibble, entendant les rapports contradictoires et paniqués de ses plongeurs, prit la décision que seul un chef pouvait prendre. « J'y vais », dit-il. C'était l'expert, et il n'aurait jamais demandé à son équipe de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Il se prépara. Il était accompagné d'un garde-chasse nommé Calvin Turner, par mesure de sécurité et pour le soutenir. Ils descendirent dans l'eau froide et limpide. Ils laissèrent des bouteilles d'air supplémentaires à 7,5 mètres et 23 pieds de profondeur, une procédure standard pour les plongées profondes ou complexes. Ils ont déroulé leur ligne de sécurité. Au plus profond de la grotte, à l'entrée du passage fatal, Don Dibble s'est arrêté. Il a vérifié son manomètre. Un 100 livres par pouce carré. À cette profondeur et vu le travail difficile qui l'attendait, il savait ce que cela impliquait. Il avait environ 10 minutes. Il ne restait que 10 minutes pour retrouver les plongeurs disparus et sortir. Il fit signe à Calvin, qui attendait à l'entrée. Avec précaution, Don passa la tête et les épaules dans l'étroite ouverture. Il tenait sa ligne de sécurité d'une main et sa puissante lampe sous-marine de l'autre. Il ne voyait qu'une paroi de gravier en pente. Il s'avança, essayant de se frayer un chemin, et en un instant terrifiant, tout s'effondra. Une avalanche de roches et de limons s'est abattue sur lui, l'ensevelissant. Le glissement de terrain a piégé Don à l'entrée, lui immobilisant les bras et le corps. L'eau, autrefois limpide, est devenue totalement opaque. Il était complètement ensablé, coincé dans une obscurité totale et terrifiante. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas taper sur son char pour signaler sa présence à Calvin et appeler à l'aide. Il était en tesseau. Il était enterré vivant.
Il se débattait, sa respiration devenait rapide et superficielle, le son résonnant dans son masque. Il épuisait ses 10 minutes d'air à une vitesse terrifiante. Il sentit le poids écrasant des graviers dans l'eau et sentit l'air lui manquer. Il commençait à perdre connaissance. À cet instant, Don Dibble prit une décision calme et terrifiante. Il accepta que ce soit la fin. Il allait périr ici comme les hommes qu'il était venu chercher. Il ne voulait pas paniquer dans ces derniers instants. Il décida d'accélérer le processus. Il songea à respirer l'eau boueuse, mais choisit finalement de la boire. Il ouvrit la bouche et prit plusieurs grandes gorgées, sentit la tête lui monter et se prépara à mourir. Puis l'incroyable se produisit. Son corps réagit de lui-même. Une secousse puissante et involontaire, un réflexe de survie de dernière seconde, le secoua de la tête aux pieds. Le mouvement le libéra juste assez. Son masque s'était rempli d'eau, mais alors qu'il reprenait son souffle, il aperçut une lumière. Devant lui, tel un ange dans les ténèbres, se tenait Calvin Turner. Il avait aperçu le nuage de soie et était entré tendant un détendeur de rechange, une sorte de tuyau d'air supplémentaire. Don l'avait saisi, l'avait enfoncé dans sa bouche et avait pris une grande inspiration, une bouffée de vie. Il était vivant, mais le cauchemar était loin d'être terminé. Pris de panique en buvant l'eau, Don avait avalé une énorme quantité d'air qui lui avait rempli l'estomac. Tandis que lui et Calvin remontaient sans à la surface, la pression de l'eau chuta. L'air à l'intérieur de son corps commença à se dilater comme celui d'un ballon-sonde en haute altitude. Il essaya d'expulser l'air, mais en vain. La pression et la douleur dans son ventre devinrent insupportables. Il savait qu'il était engagé dans une course contre la montre. S'il remontait trop lentement, l'air qui s'engouffrait dans sa poche risquait de provoquer une embolie, une affection potentiellement mortelle. Il devait absolument remonter à la surface. Lorsqu'il parvint enfin à sortir de l'eau, son ventre était distendu, comme s'il était, pour le dire, gentiment enceinte de 9 mois. Il arracha le détendeur de sa bouche et hurla. La douleur, raconta-t-il plus tard, était indescriptible. Elle dura 12 heures d'agonie. Il allait été transporté d'urgence au centre médical militaire de Brooke. Au départ, on a cru qu'il souffrait d'un accident de décompression. On l'a placé dans un caisson de recompression. Ça n'a pas marché. La douleur persistait. Finalement, un nouveau médecin a prescrit des radiographies. Ils découvrirent l'horrible vérité, l'incroyable. La paroi de son estomac avait éclaté à l'intérieur de son corps. La blessure avait provoqué une péritonite, une infection massive et mortelle. Le chirurgien qui l'a opéré a dit que c'était comme inciser un ballon de basket complètement gonflé. C'était une blessure rarissime. C'était un véritable miracle qu'il soit encore en vie. Pendant que Don Dibble luttait pour sa vie à l'hôpital, les opérations de récupération se poursuivaient. Un autre expert, Don Broad, fut appelé en renfort. Il plongea dans le puits et vit la lumière que Kent Mopan y avait déposée qui brillait encore dans l'obscurité. Il aperçut le couloir de gravier. Il comprit. Il expliqua aux familles que le seul moyen de les sortir était d'enlever tout le gravier du haut vers le bas. Les familles ont fait appel à une entreprise de plongée professionnelle, Schaefer Diving Company. Celle-ci a fourni un caisson de recompression et un énorme tuyau d'aspiration industrielle. Pendant des jours, les employés ont aspiré des tonnes de gravier à 18 mètres de profondeur pour les déverser dans le ruisseau. Mais la tâche était impossible. À chaque fois qu'ils dégageaient 30 cm de gravier supplémentaires s'y engouffraient. Le puits se remplissait tout seul. Les fonds ont manqué. Le travail était trop dangereux. Une dernière équipe d'une autre entreprise, Brown & Root, a été dépêchée pour un ultime avis. Leur verdict fut le même. Le risque était trop élevé. Le puits était une tombe mouvante et instable. 12 jours après leur disparition, les recherches de Kent Maupin et Mark Brasher furent officiellement interrompues. La décision la plus raisonnable fut de les laisser là où ils se trouvaient. Le puits fut scellé cette fois-ci avec un couvercle et une grille en béton plus durable afin d'empêcher toute nouvelle tentative. Le lit de gravier fatal, comme on l'appela par la suite, avait eu raison de lui. Le puits était scellé.
Mais les légendes, elles, ne faisaient que commencer. Un portail dans l'eau. Les images du drone de la mission Explorer ont révélé un secret incroyable. Elles ont permis de résoudre le mystère de la disparition de Kent Mopen. Cela a révélé au monde entier que la 4e chambre était un piège à gravier mortel et instable. Les scientifiques étaient terrifiés par cette réalité. Mais les images n'expliquaient pas tout. Nombreux sont ceux qui fascinent Jacob's Well, et pas seulement à cause des dangers qu'il représente. Depuis des siècles, ce lieu est auréolé de mystères. Il s'en dégage une atmosphère, une énergie particulière. Et les images du drone, avec leur survol silencieux et inquiétant de la tombe, n'ont fait qu'alimenter les théories les plus folles qui circulent à propos de ce lieu depuis des décennies. Et si le puits n'était pas qu'une simple grotte, et s'il cachait autre chose, il y a d'abord la plus ancienne légende de tout le puits sans fond. Pendant plus d'un siècle, les habitants ont affirmé que le puits était sans fond. Ils affirmaient qu'elle descendait directement jusqu'au centre de la Terre. Or, la mission de drone semble contredire cette théorie. Elle a cartographié les cavités. Mais voilà le problème, le drone n'a cartographié que les passages connus. Le réseau est un véritable nid d'abeilles. Et si la 4e chambre n'était pas la fin, mais simplement un filtre? Et s'il existait des passages au-delà, menant toujours plus bas dans un abîme jamais vu? Il y a aussi la théorie selon laquelle le puits est vivant. C'est l'une des plus répandues. Bien que les légendes précises se soient perdues dans le temps, nous savons que le puits de Jacob était un lieu de rassemblement sacré pour les tribus amérindiennes. C'était une source de vie. Aujourd'hui, beaucoup pensent que son caractère sacré lui confère une énergie puissante et dangereuse. Ils disent que le puits a une voix, un bourdonnement grave, qu'on ressent parfois plus qu'on ne l'entend. Ils affirment que le puits attire les plongeurs. Ceux qui ont survécu à des situations périlleuses dans ces profondeurs décrivent une sensation étrange, presque hypnotique, une irrésistible envie d'aller toujours plus profond de voir ce qui se cache au prochain tournant. Ils disent que les remontées de limon et les glissements de gravier, comme celui qui a piégé Don Dibble, ne semblent pas être le fruit du hasard. Ces phénomènes semblent intentionnels, comme si le puits lui-même protégeait ses secrets, piégeant activement ceux qui s'aventurent trop loin. Ceci nous amène à la théorie suivante, la créature. Et si ce n'était pas un dépôt de limon qui provoquait la panique? Et si les ombres, aperçues dans l'eau, celles mentionnées dans le tout premier rapport de drone, n'étaient pas que de simples ombres? L'aquifère de Trinity est un immense océan souterrain ancestral. Ce système est quasiment inexploré. Et si quelque chose y vivait? Une forme de vie inconnue, un monstre des cavernes du Texas adapté à l'obscurité totale et à la pression écrasante, un prédateur qui considère le puits comme son territoire. Cela paraît fou jusqu'à ce qu'on se souvienne que des requins lutins et des calmars géants vivent dans les profondeurs de nos océans. Est-il vraiment impossible qu'une créature immense et inconnue puisse vivre dans une nappe phréatique profonde? Peut-être est-ce que ce que les plongeurs disparus ont réellement aperçu dans leurs derniers instants. À partir de là, les théories deviennent encore plus extravagantes. Certains affirment que le puits est un vortex ou un portail interdimensionnel. Cela ouvre la porte à tout un monde de mystères. Ces théoriciens affirment que le puits est un lieu d'une grande énergie, un endroit où le voile entre notre monde et un autre est ténu. Le puits de Jacob est-il un lieu maudit ou simplement une merveille naturelle que nous avons détruite? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres mystères.